Bienvenue, Fatima Zahra Biez. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes fondatrice du New York Lab, qui est un laboratoire d'idées alternatifs, c'est bien ça? C'est bien ça. Autour de l'entrepreneuriat et du digital. Tout à fait. Et des nouvelles façons de travailler aussi, Donc, de manière plus générale. Très bien. Donc avec vous, on va débattre un peu du climat économique, parce que c'est intéressant d'avoir un entrepreneur et de voir un petit peu sous l'angle et le prisme de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat cette rentrée essentiellement économique, de voir un petit peu aussi du côté de vos attentes. Que ce soit en matière juridique, fiscale ou autre, vous en direz plus tout à l'heure. Ensuite, on débattra des entrepreneurs, qu'on appelle aussi plus vulgairement les start-upers. Pas tout à fait. Donc on fera peut-être la différence justement entre start-up et entrepreneuriat. Entrepreneur, start-upper, c'est pas exactement la même chose. D'accord. En tout cas, que vous avez décidé, vous, de rassembler ce soir autour d'un événement que vous créez, que vous organisez. Alors, avec une originalité. C'est que celles et ceux qui seront présents ce soir vont partager leur expérience, leur histoire, autour d'un récit, et avec comme dénominateur commun le fait qu'ils se sont tous plantés, ils ont tous échoué. Donc ils diront pourquoi, je pense que c'est ça. Exactement. En fait, on n'aime pas trop parler d'échecs, mais plutôt de leçons. Donc quelles leçons ont appris ces entrepreneurs sur leur parcours. Donc on parlera de ça parce que je sais qu'il y a un panel d'entrepreneurs qui seront présents ce soir au New York Lab. Mais tout d'abord, Fatima Zahra Biez, sur cette rentrée. Il y a eu la rentrée des classes, la rentrée des enfants à l'école, la rentrée des entrepreneurs. Eh bien, elle y est. On a démarré. C'est une rentrée qui est intéressante, je pense, dans le sens où elle est peut-être un peu plus calme que les autres années. En tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir autour de nous quand on discute avec les entrepreneurs. Plus un peu dans l'attentisme, l'attente de ce qui va... l'attente, en fait, quelque part. Peut-être un petit manque de confiance. Ils attendent quoi, les entrepreneurs, aujourd'hui? Attente, par exemple, de bons de commande de la part de donneurs d'ordre qui vont peut-être étatiques, secteur privé, etc., qui vont être peut-être un peu moins... qui sont peut-être un peu plus frileux qu'avant. Donc du coup, voilà. Mais en même temps, je pense que dans ces périodes-là, ce sont des périodes qui sont extrêmement intéressantes puisqu'elles donnent naissance à c'est comme... Enfin, pour moi, cette rentrée-là ressemble un peu à la rentrée 2013 où, voilà, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui se rassemblent, qui ont envie de construire des choses intéressantes. Et donc, je pense que c'est très prometteur pour les prochaines années. Mais comme vous dites par rapport à 2013, qu'est-ce qu'il y avait de particulier en 2013 qu'on retrouve aujourd'hui en 2018? L'attentisme? Non, c'était pas l'attentisme. C'est une espèce de ferveur et d'attente de la part des entrepreneurs qui, du coup, en se rassemblant, commencent peut-être à bouger les choses et à faire avancer les lignes. Donc, je pense que 2013, c'était une année qui était hyper intéressante en termes de développement d'écosystèmes, puisque c'est l'année où on a vu la naissance de 5 à 6 organisations d'accompagnement entrepreneurial. Toutes ces organisations étaient des organisations privées, nées de l'initiative de personnes qui avaient envie justement de rassembler cet écosystème, de le créer déjà. Et donc, je pense que là, on est en train de passer à une deuxième phase, c'est-à-dire que de 2013 jusqu'à 2018, il y a eu la naissance de ces acteurs de l'accompagnement, de l'entrepreneuriat. Et maintenant, on a de nouveaux dispositifs qui commencent à se mettre en place avec la mise en place de fonds d'investissement d'ampleur qui ont été financés par la CCG via la Banque mondiale et un certain nombre d'autres initiatives, l'arrivée de grandes entreprises qui commencent de plus en plus à rentrer dans ce mouvement d'open innovation et de rapprochement avec les startups. Donc ça fait que, voilà, il y a un certain nombre de signaux qui sont... phase de maturité aujourd'hui, 5 ans après, ce que vous êtes en train de dire, avec redéfinition aussi des écosystèmes entrepreneuriaux. Est-ce que c'est ça, en fait, qui est en train de se jouer aujourd'hui? En fait, maturité, je ne sais pas, parce que c'est un écosystème qui est quand même très jeune et encore très fragile. Donc, je ne parlerai pas de maturité de l'écosystème. Je parlerai en revanche de l'arrivée de nouveaux dispositifs qui viennent compléter, renforcer peut-être ce qui existait avant. Maintenant, ça reste quand même extrêmement jeune comme écosystème, extrêmement fragile. On est encore dans cette phase où on doit faire naître l'entrepreneuriat, donner envie aux gens d'entreprendre, faire naître de belles success stories dans le monde de la start-up qui est différent de celui de l'entrepreneuriat plus classique. Voilà. Donc du coup, ces belles histoires, elles sont en cours de construction, mais on n'a pas encore construit de beaux exemples à suivre. C'est quoi? Il manque un déclic, une espèce d'électrochoc en matière de start-up, en matière d'entrepreneuriat? Est-ce que c'est ça? Parce que j'ai l'impression que vous dites, entre 2013 et 2018, il y a eu la naissance d'eux. Voilà.
Et puis là, aujourd'hui, en fait, on a besoin de passer à la vitesse supérieure, de grimper à l'étage supérieur. Oui. Et besoin peut-être de repères, de success story, de choses concrètes. Je pense vraiment qu'entre 2013 et 2018, il s'est passé plein de belles choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces choses se sont construites souvent par le terrain. Donc c'était, comme je disais, à l'initiative d'un certain nombre d'organisations qui sont rassemblées, qui ont rassemblé les entrepreneurs, qui ont créé cette dynamique autour du mot start-up. Enfin, en 2012, 2013, quand on disait le mot start-up, les gens ne savaient pas de quoi on parlait. Quand on parlait de VC, personne ne sait de quoi on parle. Coworking, rien du tout. Donc il y a tout un tas de termes. Aujourd'hui, tout le monde sait. Tout le monde sait. En tout cas, ça commence à faire partie du langage qui est utilisé. Ça peut être abus de langage, mais en tout cas, il est présent. Donc, quand on demandait à la presse de parler d'histoires d'entrepreneurs, ça faisait pas trop rêver. C'était pas encore très glamour. Les grandes entreprises ne s'y intéressaient pas. Un peu, mais c'était pas. Il y avait pas encore un phénomène. Il n'y a pas d'émulation. Il n'y a pas d'émulation. Mais entre 2013 et 2018, oui, petit à petit, il y a des choses qui ont commencé à se construire. Maintenant, on a envie de passer à la suite, c'est-à-dire voir ces entreprises encore mieux accompagnées. Entreprises étatiques, entreprises privées, ou c'est quoi? Est-ce que, voilà, comme vous parliez tout à l'heure, on a besoin on est en train peut-être de redéfinir, de redimensionner un nouvel écosystème entrepreneurial. Est-ce que c'est entre État, partenariat public-privé? Est-ce que c'est entre groupes des entreprises privées avec le secteur privé et les start-upers et entrepreneurs? C'est quoi le lien, en fait, la locomotive, en fait? Qu'est-ce qu'on arrive? Je pense que comme c'est un écosystème, il faut faire bouger plusieurs choses à la fois. Donc c'est pas à un seul niveau, parce que là si on parle plus à un niveau macro, on n'est pas en train de parler au niveau de la start-up. Parce qu'il y a deux analyses possibles, soit au niveau de l'entrepreneur, soit au niveau de l'écosystème de manière globale. Si c'est l'écosystème de manière globale, énormément de choses à construire. Il y a le rôle de l'État, qui est celui de mettre en place un environnement qui favorise l'innovation. Parce qu'en gros, toutes ces entreprises qui sont en train de se construire, on sait qu'une grande partie va se cracher. Enfin, va échouer, quoi. Va échouer, mais il y a toutes des perditions, comme de ça. toute façon, mais c'est pas grave. Ouais. C'est de très belles expériences qui permettent de construire ces personnes et qui vont par la suite développer d'autres voies. Donc, si on est dans un monde de la start-up, l'échec, par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure, fait partie intrinsèque de cette culture. De la culture Donc, entrepreneuriale. il faut accepter de mener un certain nombre d'expérimentations et de favoriser la naissance de ces startups qui sont innovantes. Fatima Zalabi, justement, je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit d'intéressant et de pertinent. C'est l'État qui a comme responsabilité, selon vous, de créer l'environnement adéquat pour favoriser l'innovation. Alors, tout le monde a son rôle à jouer sur la création de cet environnement, mais il y a un rôle qui est il y a le rôle de l'État, il y a le rôle des grandes entreprises, il y a le rôle des entrepreneurs, il y a le rôle des médias, il y a le rôle des écoles, par exemple, il y a le rôle des donneurs d'ordre. Donc, tout le monde a quelque chose à faire dans cet écosystème. C'est pour ça que je parle. Il n'y a pas une brique qu'il faut faire bouger, il faut faire bouger plusieurs briques. En revanche, ce qu'il faut, c'est peut-être avoir une vision d'ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on veut construire? Quel est cet écosystème qu'on veut avoir dans les 10, 20, 30 prochaines années? Vers quoi est-ce qu'on va? Et une fois qu'on aura déterminé de manière très claire cette vision, c'est beaucoup plus simple de pouvoir... Vous n'avez pas déterminé la vision, selon vous? Vous qui êtes sur le terrain, vous qui avez une expertise en matière d'entrepreneuriat. Il n'y a pas aujourd'hui une vision claire sur quel écosystème entrepreneurial, à quoi ressemblera l'écosystème start-up marocain en 2050. Je ne sais pas. Vous voyez pas. Et dans le cadre de l'Agence nationale du développement du digital... avec la vision 2020. C'est un début. Ouais. C'est un début, mais donc, du coup, pour pouvoir construire cette vision, c'est mettre tout le monde autour de la table et élaborer cette vision, parce que cette vision va être déterminante dans la façon dont on va, par exemple, définir des programmes d'éducation pour les écoles, parce que, de toute façon, avec ou sans start-up, le monde est en train... qu'on le veuille ou non, je veux dire, le monde est en train de changer, les métiers sont en train de changer, et donc il va bien falloir préparer la jeunesse à entrer dans ce nouveau marché du travail. Donc cette vision, elle est nécessaire, c'est d'actualité. Donc la vision, elle est nécessaire pour se dire, en 2050, à quoi ressemblent les métiers de 2050, parce qu'aujourd'hui on prépare les gens aux métiers de 1990. Il y a des études qui sont sorties au niveau international, comme quoi il y aura à peu près 60-65% des emplois qui seront créés à cet horizon-là, 2040-2050, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Exactement, mais donc ce qu'il faut, il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut anticiper. Ouais. Et surtout, ce qui me paraît hyper important, c'est de développer le mindset. Parce que demain, les métiers vont changer de manière extrêmement rapide. C'est quoi? C'est le logiciel de fonctionnement cérébral? Ouais, c'est comme on réfléchit. Enfin, c'est votre mentalité, comment vous pensez. Pourquoi? Parce que avant, on allait à l'école.
jusqu'à nos 22, 23 ans, et puis après on travaillait jusqu'à obtenir la retraite. Ce modèle n'existera plus. Donc l'éducation, c'est toute sa vie, c'est-à-dire vous devez vous former en permanence pour rester à la pointe des sujets, puisque la technologie fait que les choses avancent extrêmement vite. Donc ce qu'il faut apprendre, c'est pas juste une discipline, c'est apprendre à apprendre, et donc à apprendre à avoir ce réflexe de formation permanente qui n'existe pas aujourd'hui, par exemple dans nos environnements. Et ça, c'est de l'innovation? Apprendre à apprendre, ou apprendre pour apprendre. Est-ce que là, c'est aussi peut-être le premier ciment, le premier palier en matière aussi d'innovation aujourd'hui en 2018? Je dirais pas d'innovation, moi je dirais que c'est juste le basique, quoi. C'est-à-dire apprendre à apprendre, c'est important. C'est-à-dire sans ça, tout le reste ne suit pas. Donc pour moi, c'est la brique. Juste un petit mot sur... je sais que vous n'êtes pas économiste, je rappelle que vous êtes DG et fondatrice du New York Lab, mais comme entrepreneur, il y a un projet de loi de finances qui va sortir, où il y a beaucoup d'attentes d'ailleurs, dans le milieu des affaires, dans le monde de l'entreprise, peut-être aussi au niveau des entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une attente aussi en particulier par rapport à ça, parce qu'il y avait la problématique des délais de paiement, qui prend aussi pour cible et qui a fortement touché les TPE. Voilà. Est-ce que il y a une attente un peu particulière là-dessus, en disant, voilà, vous attendez à ce qu'il y ait le paquet, peut-être, ou la priorité qui soit donnée pour favoriser la création, le développement de l'innovation? Et peut-être lever certains boucliers, je sais pas, faciliter l'accès au financement, c'est ce qu'on dit souvent aussi, j'ai la bonne idée, j'ai le bon concept, en tout cas j'en suis convaincu, par contre j'ai besoin d'un peu de sous, d'un mécène ou d'un bailleur de fonds, ou d'une banque qui me suit. D'accord. Alors il y a plein de sujets. Je ne me prononcerai pas sur la loi de finances en tant que telle, puisque j'en suis loin dans mon quotidien, donc je ne peux pas me permettre d'avancer des idées comme ça. Peut-être plus parler d'attente d'entrepreneurs, des entrepreneurs, mais je vais peut-être rebondir sur un point que vous venez d'évoquer, sur le fait que voilà, les entrepreneurs ont des idées, ils ont peut-être besoin de sous, et qui va leur donner ces sous, des fonds ou des banques par exemple. C'est un point qui est hyper intéressant. Ou un fonds d'investissement. Ou un fonds d'investissement. Alors c'est bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ça. Donc, en fonction, le financement, il vient en fonction de la phase de maturité de l'entrepreneur. Quand un entrepreneur a une idée, il n'a pas besoin d'argent. Il a besoin d'être accompagné. C'est important d'avoir l'idée. Comment ? La richesse, c'est d'avoir l'idée, en fait. Non, pas du tout. La chose la moins importante, c'est l'idée. Donc, ce qui compte le moins, en fait, on pense que l'idée, c'est ce qui compte le plus, mais finalement, c'est pas ce qui compte le plus. C'est la capacité de l'entrepreneur à transformer cette idée en projet et ensuite à aller chercher des clients et à faire vivre cette boîte. Donc, en fait, il y a plusieurs étapes. J'ai une idée, je développe mon projet, j'ai mes clients, j'ai mes premiers clients et je fais grandir ma boîte. Donc, en fonction de ces niveaux de maturité-là, on va avoir des besoins de financement et d'accompagnement qui sont extrêmement différents. Quand on est en phase d'idée, on n'a absolument pas besoin de financement. Parce que si on vous donne du financement, vous n'allez pas savoir bien l'employer, puisque pour le moment, vous n'avez pas encore fait preuve que vous êtes capable de transformer cette idée en projet. Et donc, que vous êtes quelqu'un qui sait passer à l'action, qui sait résoudre un certain nombre de problèmes et qui a l'attitude entrepreneuriale. Donc, dans cette phase, où que vous soyez dans le monde, on ne vous donne pas d'argent. Et c'est une erreur de vous donner de l'argent à cette phase-là, parce qu'il va être mal employé. Là, à cette phase-là, vous êtes accompagné. C'est important ce que vous dites. Donc, ça veut dire que lorsqu'on entend dans la presse, dans les médias, que telle personne, d'ailleurs tout récemment, un Marocain aux États-Unis a réussi à lever des dizaines de millions de dollars, c'est pas sur la base de son idée, mais c'est sur la base de son projet. Le projet en question est déjà lancé depuis plusieurs années. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant qui a construit une entreprise qui a été, si je ne dis pas de bêtises, citée par Obama lors de je ne sais plus quelle campagne. Donc voilà, c'est une entreprise qui a une certaine existence, qui a un potentiel technologique incroyable, et donc c'est pour ça qu'elle lève des fonds. Donc on ne lève pas des fonds à ce niveau-là. Parce qu'on a une idée, même si elle est bonne, parce qu'on a un projet... Je veux dire, vous partez n'importe où à la Silicon Valley, vous pitchez une idée, personne ne vous regardera pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée ne vaut rien. C'est bien. Justement, au Maroc, comme les gens pensent que l'idée, c'est ce qui compte, on valorise l'idée. Alors l'idée, c'est pas très important. Si je fais le parallèle par rapport à... Vous pouvez aller voir le meilleur cabinet de conseil qui pourra vous donner tous les conseils du monde. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes capable de mettre en place le plan d'action. Donc de transformer, en fait. C'est transformer. C'est vraiment, c'est dans la transformation. Et c'est ça ce qui compte le plus chez l'entrepreneur. Donc, phase d'idée, il ne faut pas de financement. Au moment où vous allez développer votre projet, développer votre prototype, là encore, vous n'avez peut-être pas... Ça dépend des types d'entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de hacker le système pour pouvoir justement valider si vous allez avoir un marché ou pas, sans forcément passer 9 mois à développer votre site internet, ou moi je vais plutôt parler du côté start-upper. Bien sûr. Donc il y a plein de moyens différents de tester sans passer un temps fou à
à développer. Donc les Aujourd'hui, sous, ils viennent après. Aujourd'hui, selon vous, les opportunités, elles sont où? Elles sont dans les métiers, services de l'État, de l'administration. Elles sont plutôt dans le secteur privé, plutôt près de l'entreprise, qui est dans le secteur privé, et puis avec ses contraintes aussi de performance et de rayonnement. Quid des opportunités aujourd'hui? Alors, les opportunités, pour moi, elles sont partout au Maroc parce que dans l'entrepreneuriat, quand on est en mode start-up en tout cas, on est là pour résoudre un problème. Et donc, quand on trouve la solution à ce problème et que ce problème est important, jackpot, on y va. C'est le Airbnb qui va trouver une solution, par exemple, par rapport au problème du logement. C'est du Uber qui va trouver la solution au problème du transport, etc. Donc, c'est spotter un problème et ensuite concevoir une solution qui va pouvoir être dupliquée à l'échelle. Au Maroc, on a plein de problèmes à régler en termes d'éducation, de santé, d'énergie, logement. D'enclavement aussi. Enclavement de territoire, transport, etc. Donc tout ça, ça donne lieu à beaucoup d'opportunités potentielles d'entreprises qui pourraient naître. Donc il y a un potentiel, il y a le potentiel d'idées, le potentiel de mise en place de plein de choses. Il est là, il est bien présent. Il est là. Maintenant, c'est comment passer à l'action. Et dans ce passage à l'action, il y a effectivement l'entrepreneur qui doit être accompagné, qui doit déjà être très proactif, qui doit avoir envie d'avancer, etc. Déjà, on l'accompagne, mais c'est parce que lui, il est en train d'avancer. Donc, il est en train d'avancer, de construire. Et en face de lui, il doit trouver l'environnement qu'il faut pour pouvoir y aller. Ce que je veux dire par environnement qu'il faut, c'est des grandes entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu du bon de commande. Des entreprises qui vont jouer le jeu de c'est un jeune entrepreneur et donc on va débloquer les financements beaucoup plus tôt et on ne va pas mettre 1 an à le payer. Voilà. Est-ce qu'en face, un certain nombre de régulations sont mises en place pour permettre le libre accès, on va dire, au e-commerce, c'est-à-dire, voilà, je veux livrer un produit par ici ou par là, le transport, c'est pas évident, paiement en ligne, c'est pas évident. Donc, il y a un certain nombre d'obstacles qu'on rencontre qui sont des obstacles aujourd'hui existants, qui peuvent être également des solutions que peuvent déployer des entrepreneurs, mais là, je pense qu'on a une autre échelle. Complètement. Avant de passer sur donc, à la deuxième thématique du jour, Fatim Zalabieh, je voulais vous faire réagir sur une information qui vient de tomber. Ok. Sur nos stress. Non, je stresse pas. Sur l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est-à-dire le paiement via son mobile. Donc à partir de fin octobre, a priori au Maroc, tous les clients, c'est-à-dire moi, vous, chacun d'entre nous, ceux qui nous écoutent, ceux qui vous regardent, on pourra payer nos prestations par mobile. Via son propre mobile. C'est une excellente nouvelle, c'est génial. Maintenant, personnellement, je ne me suis pas suffisamment penchée sur le sujet, comme là, ça vient de tomber. Ça vient de tomber. Donc, je ne suis pas suffisamment penchée sur le sujet pour pouvoir répondre de manière spécifique. C'est le Maroc numérique aussi qui avance. Voilà, parce qu'on avait du retard, les acteurs du numérique, la PBI, je pense à nos amis de la PBI d'ailleurs. Voilà, on a peu de retard sur le paiement mobile, sur le mobile banking. Ouais. Beaucoup de retard, y compris vis-à-vis de certains pays africains, comme le Kenya par exemple. Et là, voilà, c'est quelque chose qui va se mettre en route d'ici un mois. Ok. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle et c'est quelque chose qui est, je pense, attendu. Maintenant, encore une fois, je ferai le parallèle avec le monde de la start-up. C'est l'idée, c'est le produit qui est disponible, c'est-à-dire il y a cette possibilité de payer. Maintenant, comment ça va être mis en place? C'est ça qui compte le plus. Donc, comment ça va être déployé sur le terrain? Qui va l'utiliser? Le système, c'est quoi? C'est les opérateurs télécoms, c'est avoir son smartphone, être smarté et puis de pouvoir régler automatiquement. Et donc, il faut que les gens s'approprient la solution, qu'ils commencent à la mettre en place, qu'on puisse... parce que tout, c'est pas d'avoir un appareil, c'est que tout le monde puisse avoir suffisamment confiance pour faire ce paiement, etc. Avec la protection des données. Donc, du coup, je suis sûre que c'est des sujets qui sont traités. Mais je les connais pas, donc je ne peux pas me permettre de réagir sur des sujets. En tout cas, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Donc on continue à aller de l'avant. Génial, ça c'est top. Aller de l'avant aussi. Est-ce que aller de l'avant, c'est aussi, alors c'est intéressant. Je le disais hors antenne tout à l'heure. J'ai dit quand j'ai vu votre événement et la nature de l'événement, j'ai dit voilà, je vais prendre contact avec Fatim Zalabieh parce que donner la parole, faire réunir et donner la parole à des entrepreneurs, start-upers, peu importe, qui ont échoué et qui viennent raconter leur histoire et leur échec, j'ai trouvé ça à contre-courant culturel. Donc j'ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que vous êtes kamikaze? Est-ce que c'est pour titiller? Est-ce que vous êtes sur de la provoque? Est-ce que c'est... Voilà. Parce que généralement, on invite les gens qui ont réussi, les success stories, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai. Et vous, c'est le contraire.
c'est hyper intéressant comme point de vue. Alors déjà, l'événement, donc c'est un événement qu'on avait lancé sous un autre nom avec une amie il y a quelques années déjà et qui avait cartonné. Et donc on l'a arrêté pour différentes raisons et donc là c'est relancé sous le nom de Crash Lab. Et le but, Crash Lab. Crash, c'est le moment du crash. Scratché, voilà. Ouais. Et donc pourquoi Crash Lab? Parce que en fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, énormément, qui aimeraient se lancer ou qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou pas d'ailleurs, changer quelque chose. Et qui ont peur de le faire parce qu'ils ont peur de l'échec. Ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de jamais pouvoir se relever, ils ont peur d'un certain nombre de choses. Et donc, c'est ce qui fait que la plupart ne passent jamais à l'action. Le but du Crash Lab, c'est justement de rendre l'échec plus friendly, plus humain, enfin plus normal en fait, qui est plus... C'est dans le quotidien de tout le monde. Personne n'a réussi sans avoir connu un certain nombre de difficultés, de challenges, de moments très durs. Seulement les personnes qui ont réussi savaient pourquoi elles faisaient ce qu'elles faisaient et donc voyaient ces moments comme des points d'étape, des moments durs dans un chemin qu'on a construit et non pas comme une fin en soi. Alors que quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il fait ce saut-là, au moment où il va rencontrer la difficulté, il va la vivre comme une fin, c'est-à-dire la fin de quelque chose. Beaucoup plus vulnérable. Et voilà, il va la prendre beaucoup plus pour lui, etc. Donc le but, c'était de pouvoir un peu décomplexer les gens par rapport à décomplexer le phénomène de l'échec, parce que on ne peut pas entreprendre, on ne peut pas créer cette culture entrepreneuriale tant qu'on n'a pas intégré. D'ailleurs, j'aime pas parler d'échec, mais plutôt de leçons. Tant qu'on continue à voir l'échec comme échec, on ne peut pas construire cette culture entrepreneuriale. Quand on commencera à voir l'échec comme une étape nécessaire, on ne dit pas qu'on a... nécessaire, en fait. Voilà, on ne dit pas qu'on a envie d'échouer, personne n'est content d'échouer, c'est pas ça. Mais quand on a un challenge, moi, tous ceux que je connais autour de moi, tout le monde a rencontré des challenges, j'imagine même vous. Mais à partir du moment où vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, vous le voyez plus comme un échec. Là. Donc en fait, ce soir, c'est quoi? Parce que je rappelle que votre événement, c'est ce soir à Casablanca, donc que vous avez intitulé Crash Lab, c'est-à-dire des entrepreneurs qui se sont scratchés, mais qui vont raconter pourquoi et qui vont le partager. Exactement. Donc c'est pas des entrepreneurs qui sont en échec. Oui. C'est des entrepreneurs qui sont aujourd'hui en train de construire leur histoire, qui sont lancés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et qui viennent partager les moments les plus durs qu'ils ont vécu dans leur vie entrepreneuriale et qui auraient pu faire en sorte que ça s'arrête pour certains ou pas. Peut-être que d'autres seraient arrêtés à ce moment-là, mais eux ont continué. Donc c'est ça qui est intéressant d'analyser. C'est pas tellement l'échec, c'est le mécanisme qu'ont ces personnes-là qui fait que une fois qu'elles sont face à une difficulté, qu'est-ce qu'elles mettent en place comme schéma mental pour pouvoir le dépasser et continuer leur chemin. Et qu'est-ce qu'il y aura comme profil essentiellement et puis le secteur d'activité, c'est quoi? Je suis curieux, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Alors on a 3 personnes absolument fantastiques, je suis ravie de recevoir ce soir. C'est 3 personnes qui ont comme spécificité d'avoir choisi leur voie. C'est-à-dire qu'il y avait plutôt une espèce de parcours prédéfini qui était un parcours d'excellence qu'on leur avait désigné et puis qui ont décidé à un moment, parce qu'elles ont cette envie de pouvoir construire quelque chose de différent, elles ont décidé de suivre leur passion. Et ça a été assez déterminant dans la suite de leur carrière. Et donc du coup, on reçoit 3 personnes. Il y a Etzman Mziane qui a lancé Bifit. Bifit, donc c'est une nouvelle expérience du monde du sport et de la salle de sport. C'est quelqu'un d'absolument fantastique. Et donc avec lui, on va justement aborder cette leçon. Enfin, c'est leçon de vie. C'est challenge, exactement. Et lui en particulier, par exemple, même s'il est... Mais vous le saurez ce soir. Il faut venir ce soir. Exactement. Lui, ça a été difficile. Il a mis un genou au sol et puis il a réussi à redémarrer, c'est ça en fait? Ça rentrait dans le détail du détail? Je dirais jamais un genou au sol. Ouais. Je dirais toujours que c'est les moments durs qui, quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses, font qu'on va abandonner. Et eux ont continué. Donc, c'est pas forcément le genou au sol, ça dépend de comment la personne le voit. Comment elle se raconte son histoire, de la difficulté qu'elle a vécue. Peut-être que certains le verront comme un genou au sol. Lui, il le voit comme une égratignure. Je parle pas d'Etzman, je parle de n'importe quel entrepreneur. Donc, même cette notion de genou au sol, elle dépend beaucoup de la façon dont chacun se voit.
Peut-être aussi comment chacun vit la chose Voilà, intérieurement c'est ça, aussi. c'est comment chacun la gère avec lui-même. Exactement. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme Donc on a Atman Ziane, on a Fatin Rho qui a lancé Rose Léon Pâtisserie, donc pareil, qui revisite un peu le monde de la pâtisserie, qui permet aux gourmands de manger d'excellentes pâtisseries sans prendre de poids, donc très sympa comme concept. Et puis Et avant, elle était sur la pâtisserie qui permettait de prendre du poids, et donc la bascule. Non, avant, elle avait un autre parcours dans l'hôtellerie, et donc du D'accord. coup, voilà, elle a arrêté pour lancer sa pâtisserie. Et la troisième personne, c'est Jalil Tijani, donc qui est un comédien. Et donc du coup qui s'est construit, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui n'est pas, on va dire, l'entrepreneur classique qu'on attend, quoique c'est une forme d'entreprise, et donc du coup qui raconte justement son choix de carrière et l'orientation qu'il a donnée à sa carrière. Exactement. Juste moi sur la dimension, je le disais tout à l'heure, à l'instar d'autres sociétés dans le monde, on est plutôt, nous, pour mettre en valeur ceux qui ont réussi. Et vous avez choisi de mettre en valeur pas ceux qui sont forcément en échec, mais qui ont dû rebondir, qui ont été confrontés à des difficultés, qui ont failli lâcher, ou d'autres pour qui ça a été beaucoup plus compliqué. Et c'est à eux que vous avez décidé de donner la parole. Pourquoi? Entre autres, leçon de vie, d'accord, partage, j'ai bien saisi, mais c'est quelque chose qui n'est pas commun chez nous. Ah oui, si c'est pas d'accord. La question, elle est pourquoi on le fait dans un contexte qui n'est pas commun au Maroc, c'est ça? C'est bien ça? C'est par rapport voilà, parce que très souvent, nous, c'est tête d'affiche, c'est ceux qui ont réussi. Mais je suis sûre que tous ceux qui ont réussi peuvent nous parler de leurs échecs. C'est quelque part, c'est culture francophone versus la culture anglophone. La culture francophone, qui sont dos à dos, en fait, il y a un mode de fonctionnement différent. Quand on a plus de culture francophone que culture anglophone, on gère beaucoup plus facilement l'échec, entre guillemets, ou la difficulté plutôt. Typiquement, si vous expliquez à un fonds d'investisseurs aux États-Unis que vous n'avez jamais eu d'échec, globalement, il n'investit pas chez vous, parce qu'il ne comprend pas que vous n'avez pas connu un échec. Donc, ça vous donne déjà une idée de la mentalité, puisqu'il considère que si vous n'avez pas eu de challenge, c'est que vous n'avez pas dû construire quelque chose. Voilà. Donc du coup, pourquoi? Parce qu'au New Work Lab, on aime bien voir les choses à contre-pied. On est vraiment un laboratoire d'innovation, on est là pour promouvoir de nouvelles façons de travailler. Et cette notion d'échec, elle est importante à la fois quand on est en tant qu'entrepreneur, mais aussi dans une grande entreprise. Si l'entreprise aujourd'hui ne permet pas aux gens de tester des choses, de faire des expérimentations, d'innover, innover. À partir du moment où on innove, il y a un risque énorme d'échouer. Et donc, du coup, accepter que ce challenge fasse partie de l'expérience, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, on n'est pas là pour promouvoir l'échec en tant qu'échec. Au contraire, on est là pour dire, si on veut aller de l'avant, si on a envie d'innover, un des éléments qui est extrêmement important sur lequel il faut travailler, c'est le mental et donc la capacité de la personne à ne plus voir l'échec comme une fin de quelque chose, mais comme une étape dans son parcours, et c'est ce qui lui permettra de devenir meilleur. Le tout, c'est de tirer des leçons du challenge qu'on a vécu. En clair, si vous allez endurcir le cuir de ces entrepreneurs en herbe peut-être qui assisteront à cet événement, et puis de celles et ceux qui vous écoutent et qui ont besoin d'entendre peut-être ce message-là. Oui, beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des salariés d'entreprise qui viennent parce que soit ils ont envie de sauter le pas de l'entrepreneuriat, et voilà, c'est une façon de pouvoir se confronter à leur peur via ce qu'ont vécu d'autres personnes. Ça peut être des personnes salariées en entreprise qui veulent proposer des projets en interne dans leur boîte mais qui n'osent pas, et donc du coup qui ont peur de pouvoir le faire. Et quelque part, c'est un lieu génial d'authenticité, de partage, de vulnérabilité, où on peut dire les choses sans se sentir jugé. Donc, fraternité, solidarité dans le partage d'expérience. Je pense que c'est un moment d'intimité, de vulnérabilité. Voilà, on dit les choses. En tout cas, c'est ce soir. C'est ce soir, c'est à 19h, oui. C'est au New Work Lab. New Work Lab. Et ça s'intitule Crash Lab. Et c'est une fois par mois. Donc j'espère que vous serez avec nous ce soir. Et sinon, oui, moi je passerai. Mais en tout cas, très honnêtement, je salue l'initiative parce que c'est toujours intéressant, vous savez, d'être à contre-courant quand effectivement, d'ailleurs, on se revendique comme un laboratoire d'idées alternatifs. Pour moi, ça matche parfaitement. Je ne sais pas si on est à contre-courant. Moi, ce que j'aime dire, c'est que... trop de marge, en tout cas. Non. Au New Work Lab, ce qu'on aime faire, c'est détecter des tendances et être
en avant-première de ces tendances, c'est-à-dire les créer. Globalement, le coworking, quand on s'est lancé, il y avait un coworking qui s'était lancé avant nous, qui avait fermé, et ben on a créé ce mouvement de fond du coworking. On a créé le Pitch Lab, qui n'existait pas, donc le moment où on rassemble les entrepreneurs une fois par mois pour leur donner la parole, la compétition référente en fait des startups. Donc on aime bien mettre le doigt sur les sujets qui comptent, parce que c'est des sujets d'avenir, c'est des sujets d'innovation. Donc être en avance sur son temps, c'est ça l'innovation aussi d'ailleurs. Ouais, enfin, en avance, mais il faut quand même, pas trop en avance, mais oui, on est, je pense, dans le bon timing. On est dans le bon timing. Mais en tout cas, merci. Merci à vous. À vous, Fatima Zalabiez, donc je rappelle fondatrice du New York Lab avec cet événement mensualisé, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, Crash Lab, donc partage d'expériences avec celles et ceux qui ont connu des difficultés, qui ont été en capacité de les surmonter. Tout à fait. Et qui sont là pour les partager. Exact. Belle journée à vous. Merci beaucoup, à Merci. très vite.